Bonjour à tous, nous allons travailler sur le chapitre numéro 3 du module de qualité en lien avec l'écotoxicologie et nous allons voir comment on étudie l'écotoxicité des pesticides et des polluants en général. Alors il va s'agir d'étudier les bioessais notamment, qui sont des tests standardisés pour étudier l'écotoxicité des polluants. Ces données de toxicité peuvent être stockées dans des bases de données. Notamment, vous avez le portail des substances chimiques du site de l'INERIS qui va recenser l'ensemble des résultats obtenus par les bioessais. Et donc, l'idée de ce cours est d'apprendre à déchiffrer finalement une base de données, savoir à quoi correspondent les différents paramètres qui sont listés. Par exemple, ici, vous avez la CL50, la NOEC, la CE10. Donc on va voir à quoi correspondent ces différents paramètres et quels sont les principes de ces tests, notamment lorsqu'on réalise des tests sur les poissons, sur les algues ou les invertébrés, pour que vous sachiez derrière ces bases de données ce qui se cache en fait comme expérience. L'écotoxicologue, c'est un technicien de laboratoire qui réalise donc ces tests de bioessais. Donc, il va étudier les effets nocifs des produits chimiques et des polluants donc sur différentes espèces qui sont des espèces choisies pour être facilement manipulées dans les laboratoires, facilement élevées en laboratoire. Donc apprendre à faire ces tests sera une des compétences que l'on va développer notamment dans les travaux pratiques de ce module. Et il faudra également apprendre à se protéger par des bonnes pratiques de laboratoire parce que nous allons manipuler des produits chimiques relativement dangereux. Donc on les a choisis pour qu'ils ne soient pas trop dangereux quand même et qu'avec les équipements, votre santé ne soit pas mise en jeu. Mais l'idée, c'est d'apprendre à manipuler les produits dans le strict respect des consignes de sécurité pour se protéger individuellement et puis protéger l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Donc par exemple, une entreprise qui réalise des tests de toxicologie, c'est SGS. Donc en général, ce sont des entreprises de produits chimiques qui vont sous-traiter pour faire réaliser ces tests par cette société SGS. Et donc cette SGS, cette société peut réaliser des tests écotoxicologiques en respectant des normes de qualité, des normes AFNOR, puisque tous les tests vont être standardisés. Donc par exemple des tests de toxicité sur les bactéries, sur la croissance des algues, sur les crustacés, les daphnies, sur les poissons. Et on verra donc exactement en quoi consistent ces différents tests. Alors en gros, il y a deux types de tests pour tester l'écotoxicité des pesticides et plus particulièrement et plus généralement des polluants en écotoxicologie. Donc soit il y a des bioessais ou des études en microcosme, qui sont des tests qui vont se faire en laboratoire. Et après, vous avez d'autres types de tests qui sont des tests qui vont se faire in situ dans des conditions relativement naturelles. Par exemple, les mésocosmes, ça va être dans des grands canaux mais qui vont être exposés à l'air libre pour être soumis aux conditions naturelles. Donc l'avantage des outils en laboratoire, qui sont les plus nombreux pour l'instant, c'est que les paramètres vont pouvoir être réglementés, régulés, suivis, notamment les paramètres de température, de pH. Et donc, il y aura une plus grande reproductibilité. On va également contrôler le type d'organisme sur lequel on va pouvoir travailler. Par contre, si on fait des études de terrain, par exemple avec un écosystème naturel que l'on étudie suite à une contamination accidentelle, et bien là, l'étude va être plus complexe. Donc pour résumer, voici les différents outils d'évaluation de la toxicité des polluants et des pesticides. Donc, d'une part, on peut faire des bioessais ou des études dans des petits aquariums, par exemple, ou des petits enclos, mais en laboratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle les microcosmes. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une bonne simplification de l'étude, un contrôle des paramètres. Donc, ça va être plutôt reproductible, mais on va quand même tellement simplifier par rapport aux conditions naturelles que la prédiction est moins bonne que des études qui vont être faites in situ. Donc là, c'est le cas de la grande majorité des études, elles sont faites majoritairement en laboratoire. Et donc c'est pour ces études-là qu'on a des normes AFNOR qui déterminent précisément les conditions dans lesquelles on doit manipuler. Et puis vous avez des études qui sont faites sur le terrain, donc ça va être en délimitant des zones de l'écosystème, en faisant donc des zones, des sortes de grands aquariums mais en milieu extérieur ou des grands enclos en milieu extérieur. Donc là on va pouvoir reproduire la complexité, notamment en étudiant des chaînes trophiques en entier, pas
une seule espèce, mais donc on va avoir des difficultés à reproduire cette expérience parce que les paramètres ne sont pas standardisés, les populations ne sont pas standardisées, ça coûte cher, c'est long, mais par contre la prédiction est bonne pour estimer le potentiel toxique dans le milieu naturel. Et donc pour l'instant, il y a peu d'études, même si ça commence à se développer. Donc on va dans un premier temps voir principalement les bioessais parce que c'est ce qu'on va réaliser en laboratoire. Je vous ai dit que c'était aussi ce qui était le plus souvent fait et donc dans les bases de données on trouve beaucoup de données sur les bioessais. Et puis dans un dernier temps je vous parlerai de quelques exemples d'études en mésocosme, donc en milieu naturel. Donc qu'est-ce qu'un bioessai? Donc un bioessai c'est un test en laboratoire où on va exposer donc plusieurs organismes d'une même espèce ou éventuellement donc trois organismes d'une chaîne trophique à un polluant. Et donc ça va permettre d'estimer les concentrations de ce polluant qui ont des effets toxiques sur les organismes. Mais on ne va pas regarder n'importe quel effet, c'est-à-dire que on ne va pas regarder par exemple si les organismes commencent à avoir des tumeurs, des variations de leurs paramètres sanguins, par exemple plus de globules blancs, etc. On va rester à une échelle de l'organisme et voir finalement des paramètres démo-écologiques. Regardez des paramètres démo-écologiques. Alors, que sont les paramètres démo-écologiques? Ce sont des paramètres qui influencent le devenir, la structure de la population et non pas l'individu isolé. Donc par exemple, si ça influence le nombre de reproducteurs en tuant les organismes, eh ben, c'est un paramètre démo-écologique. Donc la létalité est un paramètre démo-écologique. Ensuite, donc ça va être le nombre de descendants, par exemple, qu'on va regarder. Et puis, on peut regarder aussi des paramètres de la croissance et du développement post-embryonnaire. Est-ce que, par exemple, les larves croissent plus ou moins vite par rapport à des conditions témoins? Est-ce qu'elles vont se métamorphoser si on a un développement indirect aussi vite que dans le cas des organismes témoins? Et donc ça va influencer le devenir de la population si on a des échecs de la métamorphose. Donc ces paramètres démo-écologiques, c'est par exemple l'altération de la croissance et l'échec de la métamorphose qui vont bien influencer le devenir et la structure de la population. Donc vous voyez, on regarde des paramètres plus globaux que si on fait des tests de toxicologie, ce qu'on verra par la suite. La toxicologie va étudier notamment des paramètres moléculaires, cellulaires, tissulaires, alors que là, on reste vraiment à l'échelle de l'organisme et aux impacts que les paramètres que l'on observe peuvent avoir sur la structure de la population. Donc les organismes que l'on utilise pour faire ces bioessais doivent avoir des caractéristiques finalement qui favorisent l'étude. Donc on ne peut pas faire ce travail sur n'importe quel organisme, il va y avoir des organismes modèles et ces modèles, ils ont été choisis pour plusieurs raisons. D'une part, en général, on choisit ces organismes parce qu'ils ont une biologie bien connue, ce qui fait qu'on peut par exemple savoir quel est le stade le plus important à étudier pour le cycle de vie de l'organisme. Ensuite, on va essayer d'avoir des populations d'organismes élevés qui ont peu de variations génétiques, de telle sorte que la réponse aux polluants soit à peu près homogène, ou en tout cas avec une faible variabilité pour les différents individus qui sont testés. On va s'assurer aussi, dans la mesure du possible, d'utiliser des organismes qui sont plutôt faciles à élever, peu coûteux, qu'on peut obtenir toute l'année pour pouvoir faire les tests lorsqu'il y en a besoin, notamment pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, l'idéal, en fait, c'est de faire plusieurs tests sur différents organismes d'une chaîne trophique et dans différents groupes phylogénétiques. Donc, par exemple, si on veut tester un polluant qui a tendance à s'accumuler dans le sol, qui a un coq élevé, on va, par exemple, faire un test sur des végétaux terrestres, par exemple sur la croissance de la laitue, du cresson, et sur des invertébrés du sol, par exemple pour voir la léthargie ou la létalité des vers de terre ou la reproduction des vers de terre suite à l'exposition de ce polluant. Donc on va combiner des études sur les deux niveaux trophiques. Les deux niveaux trophiques ne seront pas mis en même temps dans le bioessai, mais on va faire deux bioessais différents avec ces deux types d'organismes. Et par exemple, quand on est en milieu aquatique, donc les chaînes trophiques sont en général avec plus de maillons, donc on va utiliser plus de tests en général. On a quand même beaucoup plus de données sur les polluants en milieu aquatique. Donc on va pouvoir utiliser par exemple des algues microscopiques, des micro-organismes du zooplancton, par exemple des microcrustacés comme les daphnies,
et ensuite des prédateurs comme les poissons qui mangent le daphnie. Et on va faire donc 3 tests différents sur ces 3 niveaux trophiques, et éventuellement on peut rajouter des bactéries qui permettent d'étudier l'impact génotoxique des polluants et qui représentent les décomposeurs, ou en tout cas un groupe phylogénétique très différent, prokaryotes. Donc on va pouvoir mener 2 types de tests, que ce soit donc en milieu terrestre ou aquatique. En général, pour tous les bioessais, en fait, on va pouvoir mener des études à court terme ou à long terme, donc des tests de toxicité aiguë ou des tests de toxicité chronique. Donc les 2 tests permettent finalement d'estimer le potentiel toxique du polluant dans 2 conditions différentes. Soit lorsque, par exemple, vous avez une pollution, donc ça, si c'est la concentration de polluants dans l'eau, et là, c'est le temps, il peut y avoir des rejets accidentels, ce qui fait qu'on va avoir une très grande concentration de polluants, mais sur une courte durée. Et donc là, on va essayer d'étudier l'impact aigu de la toxicité aiguë du polluant. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des polluants, finalement, ce n'est pas les rejets accidentels à forte dose qui sont problématiques, c'est essentiellement le fait qu'on ait une pollution chronique, c'est-à-dire qu'on va avoir des rejets de faible concentration sur une longue durée, et c'est l'accumulation au cours du temps dans les organismes de ces polluants qui ont été libérés à un faible taux dans l'environnement qui peut avoir des effets toxiques sur le long terme. Donc dans les tests de toxicité aiguë, en gros, on regarde quelle est la dose qui induit la mort des organismes, ou en tout cas 50% de la mort des individus, et c'est ce qu'on va appeler la CE50. Et dans la toxicité aiguë, on va regarder à partir de quelle concentration on commence à avoir des effets plus subtils, pas sur la létalité, non, mais sur par exemple la reproduction des organismes, leur métamorphose, leur croissance. Donc ça, c'est donc une simplification. Et on va regarder sur un temps d'exposition beaucoup plus long. Donc dans le cas de la toxicité aiguë, la dose est forte, la durée d'exposition est courte. Donc courte, qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de se référer à la durée de vie de l'individu, donc on considère que c'est moins de 1/10 de la durée de vie de l'individu. Et on va regarder des paramètres plutôt catégorique, on va dire, c'est la mort de l'individu. Donc, estimer la mort d'un organisme, d'un micro-organisme, c'est parfois compliqué. Par exemple, une daphnie, on va voir que c'est difficile de déclarer son état de mort. Par contre, on peut voir qu'elle ne bouge plus. Dans ce cas-là, on va regarder l'immobilité. Pour les vers de terre également, c'est difficile d'estimer la mort du ver. Donc, certains ne bougent plus. On considère qu'ils sont léthargiques. Et pour d'autres organismes, on peut vraiment regarder la mort, la létalité, par exemple, chez les poissons. On va estimer la dose qui induit 50% d'immobilité, c'est-à-dire quelle est la dose qui va induire l'immobilité de 50% des individus qui sont présents initialement dans le test. Et donc c'est ce paramètre qu'on va appeler la CI50 pour immobilité 50, CL50 pour léthargie, létalité 50, ou CE50, c'est plus général, c'est effet 50. Les tests de toxicité chroniques sont des tests qui vont se faire avec des doses et des concentrations faibles de polluants sur une longue durée par rapport à la vie de l'individu, donc c'est-à-dire plus de 8/10 de la durée de vie de l'individu. Et on va regarder des paramètres qui n'induisent pas la létalité, enfin qui ne correspondent pas à la létalité, des paramètres plus subtils sur la croissance, la reproduction, la métamorphose, éventuellement le comportement de camouflage, par exemple si on regarde des seiches, parce que ça va influencer leur prédation. Et donc à terme, c'est bien un paramètre démo-écologique parce que ça influence le devenir de la population. Et là, les paramètres que l'on va retenir, pour l'instant, je vous demande juste de les noter. C'est les NOEC, LOEC, ou CE10 et CE20. Et dans la suite du diaporama, nous reviendrons sur ces notions. Donc voici le principe du test. Donc, on va exposer une même population d'organismes, donc des organismes semblables, un nombre connu initialement d'organismes, à des doses croissantes d'un polluant, donc là qui sont représentés en pourcentage, pendant une durée donnée. Tous les autres paramètres sont constants. Et donc par exemple là, le test s'effectue sur 4 jours et au bout de 4 jours, on va compter le nombre d'animaux morts, par exemple si on fait un test de toxicité aiguë, et on va déterminer quelle est la dose, la concentration théorique
qui aurait permis d'obtenir 50% d'individus morts. Donc par exemple, ici, on a 10 individus initialement dans les bacs. Donc avec une dose de 25%, on a, vous voyez, 7 individus qui restent vivants, donc c'est-à-dire qu'il y en a 3 morts. Et là, par contre, il y en a 4 qui restent vivants, donc c'est-à-dire qu'il y en a 6 morts. Donc ça veut dire que la dose qui aurait induit 5 morts, elle est intermédiaire entre 25 et 50%. On ne peut pas la déterminer, c'est pas une de celles qu'on a testées. Donc il va falloir tracer une courbe pour savoir de manière graphique quelle est la concentration qui aurait permis d'obtenir 50% de poissons morts. Donc dans la suite de ce diaporama, je vais vous exposer globalement, sans aller trop dans le détail, quels sont les paramètres que l'on va regarder dans les différents tests qui sont menés sur différentes espèces modèles, de telle sorte que vous puissiez lire les bases de données, c'est-à-dire que quand je vous dis CE50 bactéries, vous sachiez quel est le paramètre qu'on a regardé pour les bactéries. Donc ça, c'est pour apprendre à lire les bases de données. Donc une chose que je vous demanderai par exemple lors d'un contrôle, c'est tout simplement de savoir m'expliquer une base de données, notamment les bases de données des substances chimiques de l'INRIS. Donc lorsqu'on étudie un polluant qui a tendance à s'accumuler dans la colonne d'eau, donc qui a une grande solubilité et une faible affinité pour les sols, donc avec un coq faible, on va surtout mener des tests sur des espèces en milieu aquatique pélagique, donc c'est-à-dire qui sont dans la colonne d'eau, pas qui vivent dans les sédiments du sol ou sur les sédiments du sol. Et donc il y a 4 grands tests modèles que l'on peut connaître, donc celui mené sur les bactéries, celui mené sur les algues unicellulaires, sur le zooplancton et les poissons. Donc sur les bactéries, le principe est le suivant, on va utiliser une bactérie qui est capable d'émettre de la lumière par luminescence. Elle s'appelle Vibrio fischeri. Et ce test va durer 30 minutes. Donc naturellement, ces bactéries, vous les voyez dans le noir, elles sont capables d'émettre de la lumière. Donc on va mesurer la lumière, donc la luminescence émise à t égale 0 minutes, et on va mesurer la luminescence donc après 30 minutes d'exposition avec le polluant, comparé à des conditions témoins où il n'y a pas de polluant. Donc le test est un test en fait de génotoxicité aiguë, parce que c'est un temps court et des fortes doses en général que l'on teste. Et donc le principe est le suivant. Donc vous écrivez pas tout de suite dans le tableau. Donc normalement, cette luminescence est provoquée par une enzyme que l'on appelle la luciférase. Donc la luciférase, comme c'est une enzyme, c'est une protéine, donc elle a un gène qui code pour cette luciférase. Si ce gène est muté, la luciférase ne sera pas fonctionnelle et donc les bactéries ne seront pas capables d'émettre de la lumière. Donc si le polluant auquel on expose les bactéries est un polluant génotoxique. Génotoxique, ça veut dire que ça fait des lésions, des mutations dans l'ADN. Il va faire des mutations de partout dans l'ADN, pas uniquement sur le gène de la luciférase, mais le gène de la luciférase aura une grande probabilité d'être touché si jamais ce polluant est génotoxique. En tout cas, plus le polluant est génotoxique, plus le gène de la luciférase pourra être muté, et donc plus on aura de colonies incapables d'émettre de la luminescence. C'est ça le principe, c'est pas un polluant qui agit directement sur le gène de la luciférase. Il agit sur tout le génome, mais la luciférase, le gène de la luciférase va être touché et sera d'autant plus touché que ce polluant sera génotoxique. Et donc ce qu'on va regarder, c'est est-ce que la luminescence est inhibée par exposition au toxique par rapport à des conditions témoins où les bactéries ne vont pas être exposées à ce polluant génotoxique. Donc pour pouvoir faire ces tests, il faut mesurer la luminescence d'une solution de bactéries. Et donc on utilise un luminomètre qui va mesurer la quantité de lumière émise à t égale 0 et t égale 30 minutes dans des conditions témoins ou des conditions avec le polluant. Et donc si un polluant est génotoxique, plus sa concentration sera élevée, plus on s'attend à ce que la luminescence soit inhibée dans le cas de l'exposition avec de fortes concentrations de ce toxique. Donc ce test sur les bactéries luminescentes, on l'appelle le test également microtox. Il est réglementé par la norme ISO 11348 et il est notamment utilisé pour estimer la qualité de l'eau, c'est-à-dire que si une eau inhibe la luminescence de Vibrio fischeri, on peut considérer que cette qualité
est plutôt mauvaise. Donc ça montre que dans le milieu, dans l'eau que l'on a testée, il y a des molécules génotoxiques. Mais par contre, ça ne permet pas d'estimer quelle est la molécule qui est génotoxique. Deuxième test que nous allons étudier pour les polluants de la colonne d'eau, ce sont les tests sur les algues unicellulaires. Donc on peut avoir des algues unicellulaires qui vivent en eau douce ou en eau de mer pour pouvoir tester les polluants dans les différents milieux. Donc par exemple, l'algue unicellulaire Pseudo-Kirchinella subcapitata, c'est une algue en forme de faucille qui peut être stockée sur des géloses et remise en suspension dans des fioles pour assurer leur développement et leur croissance. Donc quand on parle de croissance d'une algue unicellulaire, en fait c'est la multiplication des cellules qui se divisent. Une algue unicellulaire va former deux algues unicellulaires lors du processus de croissance. Donc, le test consiste à exposer les algues unicellulaires à un polluant pendant 72 heures. À t égale 0, on introduit une quantité donnée d'algues et on regarde au bout de 72 heures quel est le nombre d'algues au bout des 72 heures dans les conditions témoins et dans les conditions avec le polluant. Donc selon les doses que l'on utilise, on peut soit faire des tests de toxicité aiguë si on utilise des fortes concentrations de polluants, soit chroniques si on utilise des faibles concentrations de polluants. Alors le principe est le suivant, hein. Si on regarde par exemple un petit exemple, on expose des cellules à de l'eau, tout simple, donc dans des conditions de témoin. Au départ, on a ensemencé 1 million de cellules et à la fin de l'expérience, on a 10 millions de cellules. Donc autrement dit, on a eu une multiplication des cellules, une croissance de 10 fois puisqu'on est passé de 1 million à 10 millions de cellules. Maintenant, on réitère la même expérience mais avec des algues exposées à un polluant à 1 microgramme par litre. Dans ces conditions, au départ, on avait ensemencé le même nombre de cellules, on avait 1 million de cellules dans les bocaux, mais à la fin de l'expérience, au bout des 72 heures, on n'a plus que 5 millions de cellules. Donc la croissance a été de 5 fois. Donc la croissance a été inhibée de 50%, divisé par 2, c'est pareil, puisque on avait une croissance de 10 fois dans la condition témoin, mais que de 5 fois dans les conditions expérimentales avec le témoin. Donc, l'inhibition est de 50%. Et on pourrait dire donc que la dose CE50, si on était dans un test de toxicité aiguë, est de 1 microgramme par litre, puisque c'est la dose qui permet d'obtenir 50% d'inhibition de la croissance ou une diminution de la croissance par 2. Donc l'effet étudié que l'on regarde, c'est l'inhibition de la croissance par rapport au témoin dans le cas d'une exposition avec le toxique. Quelle est la concentration qui va induire 50% d'inhibition de la croissance si on est dans le cas d'un test aigu? Troisième test en milieu pélagique, c'est les tests sur le zooplancton, par exemple Daphna magna, donc les daphnies. Nous pouvons réaliser deux types de tests. Le premier test est un test de toxicité aiguë. Les daphnies sont exposées pendant 24 heures ou 48 heures à un polluant et on a des daphnies témoins qui restent exposées à de l'eau douce. Et on va regarder au bout de 24 heures quel est le nombre d'individus immobiles. Et donc on va regarder si le polluant est capable d'inhiber la mobilité de la daphnie par rapport à des conditions témoins, donc de l'eau sans polluant. Le deuxième test que l'on peut faire est un test de toxicité chronique, donc qui se déroule sur 21 jours. Et le principe est de déterminer le nombre de pontes par daphnie qui ont été pondues au total cumulé sur les 21 jours. Par exemple, au total, une daphnie a pondu 180 œufs. Et donc ça, ce sera ce nombre que l'on va calculer dans différentes conditions, donc soit dans des conditions témoins, soit avec des concentrations croissantes de toxiques que l'on veut estimer. Et on va regarder donc si le polluant est capable d'inhiber la production de pontes par rapport à des conditions témoins. Donc là, vous avez une petite daphnie, donc le tube digestif est vert parce qu'elle mange des algues, et elles incubent les œufs et les libèrent dans le milieu extérieur, et on va compter le nombre d'œufs ou le nombre de juvéniles, c'est-à-dire d'individus qui sortent de ces œufs après éclosion. Donc à chaque fois, on retire les juvéniles tous les jours pour ne laisser que la daphnie mère. Et tous les jours, donc, on mesure le nombre de juvéniles qui sont libérés à partir de sa cage d'incubation. Alors, le principe, c'est qu'on met une seule daphnie dans le tube.
Cela veut dire que les daphnies sont capables toutes seules de réaliser des pontes et la reproduction. Donc les daphnies, en fait, ce sont des espèces qui sont capables de faire de la reproduction asexuée, c'est-à-dire sans brassage de génome par fusion de gamètes. Elles vont pondre des œufs diploïdes, non fécondés en fait, qui sont produits tous les 3 à 8 jours et qui, après éclosion, se développent en femelles qui sont génétiquement identiques à la mère puisqu'il n'y a pas eu de fécondation. On appelle ça ces œufs des œufs parthénogénétiques. Ce processus de reproduction asexuée, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Et donc, il y a à peu près 2 à 65 œufs par ponte. Ça, c'est en général lorsque les daphnies sont placées dans des conditions favorables, nourriture suffisante, température suffisante, photopériode suffisante. Mais lorsque les conditions sont défavorables, en fait, une partie des œufs peuvent se transformer en mâles et donc il pourra y avoir une reproduction sexuée entre les mâles et les femelles pour mettre en place donc un brassage génétique qui permettra au niveau de la sélection naturelle éventuellement de sélectionner un génome plus adapté aux conditions. Passons maintenant au test de toxicité en milieu benthique, c'est-à-dire où on va tester des organismes qui vivent soit dans le sédiment, soit à la surface des sédiments. Donc dans ce cas-là, ça va surtout concerner des polluants qui ont une constante d'absorption sur le carbone organique relativement élevée et qui vont pouvoir se retrouver donc dans les sols et les sédiments par érosion du sol ou par équilibre avec la colonne d'eau sous-jacente. 2 exemples vous sont donnés ici dans ce diaporama. Le cas des insectes, où on va étudier par exemple les larves de chironomes, et le cas de crustacés comme les hyalelles. Le principe du test sur la larve des chironomes est le suivant. Donc on peut faire 2 types de toxicité, soit des études de toxicité aiguë, soit des études de toxicité chronique. Premier test que je vous présente, donc un test de toxicité aiguë, qui consiste à exposer les larves à des sédiments standardisés, donc que l'on va reconstituer, des sédiments artificiels, et que l'on va contaminer par le polluant. Et on va donc mesurer la mortalité des larves déposées sur ce sol artificiel contaminé au bout de 10 jours. Et on va regarder si le toxique induit une augmentation de la mortalité par rapport à des conditions témoins où on ne mettra pas de polluant dans le sédiment. Donc ce sol, ce sédiment artificiel, il est composé donc de cellulose qui constitue la matière organique, kaolin ça constitue la fraction fine du sol, le sable la fraction plutôt de grand diamètre. On peut aussi équilibrer le pH avec du carbonate de calcium. Et donc voilà le principe, on va donc faire un sol artificiel, un sédiment artificiel, rajouter de l'eau, ce sédiment artificiel sera contaminé et on va rajouter des tubulures pour oxygéner le milieu et les chironomes seront déposés à la frontière entre le sédiment et l'eau. Et on regarde la mortalité au bout de 10 jours. Si les doses sont faibles, on fait un test de toxicité chronique et on va regarder un autre paramètre qui est sublétal, c'est notamment la croissance des larves. Et on va mesurer la longueur de toutes les larves qui ont été exposées et on va regarder s'il y a une inhibition de la croissance des larves, c'est-à-dire si les larves sont plus petites dans les conditions d'exposition à un toxique par rapport à des conditions témoins. Si on laisse le test s'écouler sur 28 jours, on peut également regarder un autre paramètre en toxicité chronique, c'est le pourcentage de métamorphose des larves, et regarder si les métamorphoses sont inhibées, c'est-à-dire qu'il y a moins de larves qui se métamorphosent par rapport à des conditions témoins. Donc on peut regarder une petite application de ces tests, c'est pour estimer la qualité des sédiments des estuaires. Là, au lieu de faire un sédiment artificiel que l'on contamine, on va prélever des sédiments dans différents estuaires et voir quelle est la qualité de ces sédiments en exposant donc les chironomes, les larves de chironomes à ces différents sédiments. Donc on a un sédiment témoin où on considère qu'il y a peu de pollution, peu de polluants. Donc dans les conditions témoins, la survie au bout de 10 jours est de 94%. Les tailles des larves, elles atteignent à peu près 8,2 mm au bout de 10 jours. Et 20% seulement des larves ne font pas leur métamorphose, ce qui fait qu'il y a 80% d'émergence. Si on prend un sédiment, par exemple celui-là, on voit que la survie des larves
est beaucoup plus faible, il n'y a que 66% des larves qui vont survivre. Et sur celles qui survivent, au bout de 10 jours, on voit que la taille est plus faible. On a donc 5,1 mm de taille moyenne, ce qui fait une inhibition de la croissance par rapport aux témoins de près de 40%, 37,5%. Et l'émergence, la métamorphose, est également fortement réduite puisqu'on n'a que 44% des larves qui vont se métamorphoser, ce qui représente une inhibition par rapport aux 80% des témoins de 45% si on fait une règle de 3. Donc voilà ce que donnent les larves de chironomes après métamorphose. Donc on peut estimer comme ça si des sédiments d'estuaires sont chargés ou non de polluants et estimer leur qualité en faisant ces tests-là sans savoir quels sont les polluants qui sont à l'origine. Mais après on peut extraire les polluants du sol, de ces sédiments, et voir quels étaient les polluants qui étaient accumulés dans ces sols. Dernier test que je vais vous décrire, ce sont les tests faits en milieu terrestre, donc pour des polluants que l'on va retrouver dans le sol. Deux exemples, les végétaux angiospermes et des animaux comme le ver et les cétoines. Donc on parle des essais sur les végétaux angiospermes. Donc on peut tester différentes espèces, donc c'est ce qu'on fera nous dans le second semestre. Donc on va faire un test de toxicité sur la laitue et le blé. Et donc pendant 7 jours, on va exposer donc différentes graines à différentes concentrations croissantes de polluants et regarder au bout de 7 jours le nombre de graines qui ont germé. Donc ça, c'est plutôt un paramètre de toxicité aiguë, la germination. Et puis, on va également regarder quelle est la longueur des tigelles et des radicules qui ont germé, dans les graines qui ont germé, au bout de ces 7 jours, pour voir s'il y a eu un impact également sur la croissance du végétal, en comparant notamment l'effet sur les racines et les tiges. On verra qu'il y a des effets différents entre les deux. Et on va comparer ça par rapport à des conditions témoins où les végétaux n'auront pas été exposés aux polluants. Donc on peut faire deux types de tests. Soit on expose les graines à de la terre contaminée, soit on dépose les graines sur des papiers filtres qui sont contaminés par une solution du polluant. Le polluant aura une biodisponibilité maximale dans ces conditions où il n'y a pas de terre, tandis que là, dans le cas où on a une terre artificielle, sa biodisponibilité pourra être limitée par absorption sur le sol. Dernier test que je développerai, c'est le test sur les vers de terre, Eisenia foetida, que nous allons réaliser au second semestre. Donc on va faire un test de toxicité aiguë. Le principe est d'exposer les vers à différentes concentrations de polluants mélangés à de la terre. Une terre qui sera reconstituée, qui est une terre artificielle. Et au bout de 7 ou 14 jours, on va déterminer le nombre de vers morts et on va regarder si les polluants augmentent la mortalité par rapport à des conditions contrôle où il n'y aura pas de polluants. Un autre test peut être réalisé dans le cas d'une toxicité chronique. Les vers sont exposés pendant 8 semaines aux polluants, à des concentrations croissantes de polluants, et on va déterminer le nombre de jeunes éclos au total sur les 8 semaines, comme pour les daphnies, c'est un nombre cumulé, en retirant au fur et à mesure le nombre d'œufs et les jeunes qui ont éclos, pour ne garder que les vers par an. Donc on va mettre 2 vers par an, parce que cette fois-ci, il n'y a pas de reproduction asexuée possible, c'est forcément une reproduction sexuée, et les vers sont hermaphrodites, donc on sait qu'ils peuvent échanger quoi qu'il en soit des gamètes. Et donc on mesurera éventuellement une inhibition de la reproduction dans des conditions d'exposition toxique par rapport aux témoins. Dans certains cas, si c'est un perturbateur endocrinien, on peut aussi avoir des inductions de la reproduction par rapport à des conditions témoins. Donc petit rappel, les vers de terre sont hermaphrodites, ils possèdent à la fois des ovaires et des testicules. Ils ont besoin de s'accoupler pour échanger leurs gamètes, notamment grâce au clitellum, qui est la partie renforcée du ver à l'avant, là, plus épaisse. Et donc suite à cet accouplement, ils vont échanger des spermatozoïdes qui vont stocker dans des réceptacles séminaux. Et les œufs qui auraient été fécondés vont être ensuite enfermés dans un petit cocon qui est fabriqué à partir du clitellum. Et c'est à l'intérieur de ces petits cocons que vont se développer les vers juvéniles. Donc on peut trouver à peu près 3, 4, 5 vers juvéniles à l'intérieur de chaque cocon. Donc un cocon n'est pas un œuf. Il y a plusieurs œufs qui se développent à l'intérieur de ce cocon et qui donnent naissance à un petit ver juvénile.
Voici donc pour le principe de ces tests. Donc ça, c'était le premier diaporama. Dans un second diaporama, nous allons voir comment on analyse les résultats de ces bioessais. Quels sont les paramètres CE50, NOEC, LOEC que l'on va extraire de ces tests de bioessais. Merci pour votre attention.